Nous allons quelques remarques et précisions avant d'entamer ce webinaire. Vous êtes tous sur le mode silencieux. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le petit panneau qui vous permet de poser des questions et nous y répondrons avec plaisir à la fin de ce webinaire. Tout d'abord, une petite présentation. Donc, je suis Stéphane Croisier, je suis le CTO chez Everteam. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans tout le domaine de la gouvernance de l'information, de l'archivage, du web content management, des ECM de manière générale. J'ai co-créé une société qui s'appelle Jaya, qui est un éditeur français de web content management. Ensuite, j'ai basculé sur la partie système d'archivage. C'est un éditeur suisse, RSD. Puis, je suis devenu le CEO de GlassIG, un éditeur de gouvernance de l'information, dont le logiciel a été racheté l'année dernière par Everteam. D'où ma présence actuellement comme CTO chez Everteam. Aujourd'hui, donc, ce que je vous propose de parcourir, c'est rapidement quelques slides d'introduction sur qui est Everteam pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Everteam, les problématiques ou la problématique, les problématiques qui sont liées en fait à l'essor et à l'essor de l'autoclassification et pourquoi nous en avons besoin. Ce que nous faisons chez Everteam et pourquoi ça pourrait vous être utile, les solutions que nous proposons et après on parcourra une démonstration du produit et de la solution que nous offrons. Donc Everteam est un éditeur de logiciels de gestion de l'information d'entreprise depuis plus de 25 ans avec une spécialisation dans la gouvernance de l'information ou de la gouvernance des données. Notre objectif est vraiment de pouvoir nous connecter, découvrir vos actifs informationnels, où qu'ils se trouvent, les organiser, les préserver, les sécuriser, afin d'augmenter leur valeur pour l'ensemble de vos collaborateurs, minimiser les risques qui y sont associés en termes de lois et de réglementation, toujours en croissance, et réduire les coûts qui sont induits en fait par l'ensemble de ces actifs informationnels. Comme je mentionnais, Everteam est une société qui est française à l'origine, avec plus de 25 ans d'expérience dans tout le domaine de la gestion de l'information. Plus de 1300 clients sur les 5 continents, 600 employés, des bureaux un peu partout. On est reconnu parmi les leaders dans le monde de l'ECM par des cabinets d'analyse comme le Gartner et le Forrester. On a gagné le prix l'année dernière de la meilleure société de gouvernance de l'information aux États-Unis. Donc, comme vous le voyez sur ce slide, une forte présence en France, puisque c'est notre siège historique, avec des bureaux donc à Paris et à Lyon, des bureaux également à Genève, même si c'est plutôt sur la Suisse. Et après, derrière, on a donc plus de 200-300 employés qui sont au Moyen-Orient, donc une très forte pénétration au Moyen-Orient, des bureaux à Boston, aux États-Unis, avec également beaucoup de grands comptes qui sont américains. Et après une pénétration dans des clients dans le reste du monde. Comment nous nous différencions au-delà de l'expérience? C'est que nous avons créé l'ensemble de nos logiciels ou les logiciels que nous avons achetés sont complètement intégrés en fait sur un socle logiciel unique, contrairement à d'autres solutions qui sont souvent des maillages de plusieurs solutions indépendantes les unes des autres. Nous avons un fort potentiel d'innovation avec Everteam Lab, en fait, basé à Paris, qui est un centre de recherche agréé par l'État français, dans lequel nous avons des étudiants qui suivent des thèses, etc. Donc, nous sommes accrédités pour avoir des projets de type CIFRE en France. Et c'est de là que vient l'ensemble de l'innovation que vous allez voir aujourd'hui dans tout ce qui est spécialisé en intelligence artificielle, en NLP, en autoclassification. Donc, c'est vraiment un centre aujourd'hui spécialisé sur l'intelligence artificielle. Une plateforme qui est moderne, basée sur des microservices, ça parlera plus aux techniciens d'entre vous, et une interface que vous verrez qui est simple, ergonomique, mais robuste. Les problématiques, quelques statistiques avant de passer dans le mode de la solution. À quoi faisons-nous face aujourd'hui? Tout d'abord, c'est au déluge informationnel et au chaos informationnel. Alors, j'ai pris quelques chiffres en fait d'études assez récentes de AIM, l'association américaine des professionnels de l'information, qui date de l'année dernière, de l'automne de l'année dernière, donc c'est tout récent.
Donc on voit que pour l'ensemble des sociétés consultées dans cette étude, je crois qu'il y avait plus entre 300 et 500 comptes de différentes tailles, donc des entreprises de taille moyenne et grands comptes. Pour 75% des sociétés, en fait, le déluge et le chaos informationnel est un vrai problème. C'est un problème soit significatif, critique ou un problème. Et quand on leur pose la question de est-ce que ce déluge informationnel va stopper, on le voit clairement pas. Pour une société sur trois, d'ici les 2 prochaines années, donc c'est vraiment à très court terme. Hein, donc ils s'attendent à une multiplication de la quantité des informations à gérer de plus de 5 fois jusqu'à 10 fois. Si on agrandit le périmètre jusqu'à 2 fois, on se retrouve à quasiment en fait l'ensemble des sociétés qui s'attendent au moins à un doublement de leur information. Dans ce cas-là, un quart des sociétés s'attendent au moins à doubler leur information dans les 24 prochains mois. Quelle est la conséquence directe? C'est que la proportion des données qu'on appelle raw, donc des données qui sont redondantes, qui sont obsolètes ou qui sont triviales, va augmenter. Donc on le voit déjà en fait dans cette étude. Il y a un certain nombre d'informations qui vont être des doublons. Si on prend juste déjà la partie en rouge, on se retrouve déjà à plus d'un tiers des sociétés sur lesquelles il y a une information sur deux qui n'est plus un actif informationnel, mais qui est une dette informationnelle et qui aurait vocation ou mérite à être détruit. Et cela va aller forcément crescendo dans les 18-24 prochains mois ou dans l'ensemble des prochaines années s'il n'y a pas des mesures qui sont appliquées. Ça a un impact en fait assez immédiat sur la productivité des utilisateurs, puisqu'ils se retrouvent noyés parmi de l'information dans les moteurs de recherche, dans la navigation au jour le jour, avec de plus en plus d'informations qui n'ont pas le niveau de qualité en fait attendu, ou le niveau attendu, puisqu'on se retrouve noyé en fait dans des informations désuètes, obsolètes. Cette statistique ou ce slide a été particulièrement intéressant. Donc, sur l'efficacité des organisations à gérer et contrôler leur information électronique, c'est la même question a été posée à 10 ans d'intervalle, donc en 2008 et en 2018. Sur une échelle de bon voilà, au-delà de l'échelle, c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est la moyenne, c'est qu'on voit qu'en 10 ans, il y a eu énormément de changements qui se sont produits au niveau du cloud, de la manière de partager des informations, avec tous les systèmes de type Office 365, Dropbox, Teams, etc. Donc il y a eu un énorme peut-être gain au niveau de la collaboration et de la productivité des employés sur des actifs de type actifs informationnels, fichiers, documentaires. Par contre, derrière, en termes de gestion, de contrôle, d'utilisation, on se rend compte que 10 ans plus tard, eh ben, le score, la moyenne n'a pas réellement progressé. Donc, on est au même niveau, à peu près, qu'il y a 10 ans, avec une progression très, très faible. Une des problématiques, en fait, c'est qu'on se rend compte que les processus sont toujours de loin pas automatisés. Donc, c'est les processus manuels, ici en rouge, sur donc les processus de destruction, les processus d'étiquetage, les processus qui vont permettre en fait derrière de sécuriser, préserver, effacer ces informations, sont encore largement gérés de manière manuelle et donc ne permettent pas de scaler à une échelle aujourd'hui où on va gérer des millions d'informations, des centaines de millions d'informations réparties dans le cloud ou sur des silos on-prem. Donc les processus aujourd'hui ne sont plus du tout adaptés. Et ça se reconnaît dans le sondage également, puisque en fait, il y a 64% des entreprises, ou même plus si on additionne avec les plutôt d'accord, on est plus proche quasiment des 90%, qui font le constat qu'il faut moderniser et qu'il faut revoir la manière dont on va gérer l'information dans les prochaines années. Revoir les procédures et revoir également les technologies qui vont être à la rescousse. Il est clair en fait que les anciennes procédures manuelles où on demandait aux utilisateurs finaux de classer leurs documents en par an, où on utilisait en fait des records et des information managers pour classer a posteriori ces documents, ne conviennent plus du tout en fait par rapport à l'univers informationnel ou l'écosystème informationnel dans lequel on évolue.
Au-delà des changements de procédure, il y a un besoin d'automatisation en fait de la technologie, d'utiliser des technologies qui vont permettre d'automatiser en grande partie la classification, ce qui est le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire sans procédure d'autoclassification ou de classification assistée. Quand on parle souvent d'autoclassification, c'est pas, on va forcément autoclassifier et auto-valider ces suggestions faites par le système, mais il va falloir mettre en place en fait des mécanismes qui vont permettre d'aider les gestionnaires de l'information pour qu'ils n'aient plus manuellement à traiter ce déluge informationnel, mais qu'ils puissent se faire assister par la machine pour pouvoir simplement après derrière mieux paramétrer, configurer ces systèmes d'autoclassification et revoir après, mesurer en fait ce que ces systèmes produisent. Donc on le voit, c'est le premier axe en fait aujourd'hui technologique sur lequel les sociétés souhaitent plus investir. Donc c'est lié évidemment à la gestion des métadonnées. La classification peut se faire, évidemment, on va le voir juste après, soit par des règles basées donc sur des métadonnées, des extractions automatiques ou non de certaines métadonnées, ou par similarité entre documents. Mais évidemment, plus on va vers les similarités entre documents, plus on va vers de la pertinence potentiellement un peu moins élevée. En fait, ces quatre grands axes sont très fortement liés, hein, donc sur toutes les parties intelligence artificielle, méthode analyse de contenu sémantique, reconnaissance de concepts ou de termes saillants à l'intérieur en fait du corpus documentaire. Ce que nous faisons donc chez Everteam, c'est que nous essayons d'aider à la fois les professionnels de l'information et les utilisateurs. Pour les professionnels de l'information, dans notre suite gouvernance de l'information, on se focalise donc sur 4 cas d'utilisation. L'assainissement des données où qu'ils se trouvent, hein, donc ça peut être assainir une base SharePoint, assainir des disques réseau partagés, assainir un autre CM, migrer et décommissionner, donc ça peut être aider à supprimer certains vieux systèmes obsolètes et à migrer ces informations vers un autre système, vers le cloud, vers un système d'archivage électronique par exemple. Vous aider à vous mettre en conformité, donc soit en conformité par rapport à des lois et des réglementations qui vous obligent à conserver un certain nombre de données pendant une certaine durée, ou inversement parlant avec des nouvelles lois comme le RGPD qui vont vous obliger à détruire des informations au plus tôt si elles contiennent des données personnelles, donc toutes les parties donc archivage, record management. L'objectif évidemment étant d'améliorer en fait les métadonnées ou l'extraction de ces métadonnées, les enrichir, qui vont permettre en fait d'étiqueter de manière adéquate en fait et d'appliquer ensuite les bonnes politiques informationnelles en termes de conformité, mais également après améliorer la qualité des recherches, donc les recherches cognitives pour les utilisateurs finaux qui vont pouvoir bénéficier en fait de cette classification assistée ou cette classification manuelle qui aura été faite en amont à des fins de conformité ou de qualité. Et donc bénéficier directement aux utilisateurs finaux dans le cadre de leur gestion documentaire ou de leur recherche cognitive. Donc aujourd'hui, on va se focaliser juste sur un petit texte, donc qui est la partie analyse, classification. La chaîne est évidemment plus compliquée. La chaîne totale en fait qui va falloir mettre en place, c'est se connecter à l'ensemble de vos sources informationnelles, ce qui va vous permettre un logiciel comme Discover. Analyser, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, analyser, détecter, classer, pouvoir agir ensuite sur l'ensemble de ces documents pour pouvoir prendre des actions et des mesures. Déplacer des documents qui n'ont pas vocation à être dans un disque dur réseau partagé, par exemple, vers un système d'archivage électronique, déplacer, transformer des documents dans d'anciens formats PDF dans un nouveau format PDF, etc. Donc prendre un certain nombre d'actions sur ces contenus, les gouverner, donc appliquer leur cycle de vie par rapport aux politiques informationnelles qui auront été définies. Et là, ça rejoint le premier webinaire de cette année que je vous invite à regarder. Il est archivé si jamais vous souhaitez plus d'informations. Et après, bénéficier donc au niveau de la recherche pour les utilisateurs, pour l'archivage en fin de cycle de vie et à l'utilisation de ces actifs informationnels.
Donc nous proposons une suite gouvernance de l'information basée sur un triptyque composé de 3 produits qui sont fortement intégrés les uns avec les autres. Donc Everteam Policy, qui est en fait le module de définition de votre registre informationnel. C'est là que vous allez définir l'ensemble des règles de conservation ou des règles de destruction qui vont s'appliquer, le plan de classement, et donc pouvoir vous mettre en conformité avec l'article 30 du RGPD, des normes telles que ISO 27001, ou simplement parce que vous souhaitez récupérer en fait vos durées de conservation et votre plan de classement qui sont aujourd'hui dans un simple fichier Excel. Ensuite, vous allez pouvoir partager et propager ces politiques informationnelles au sein d'outils comme notre système d'archivage électronique, Everteam Archive, ou au sein de notre socle fédéré, donc qui va se connecter à l'ensemble des autres silos informationnels et qui va récupérer ces politiques informationnelles, créer un catalogue documentaire unifié de l'ensemble de vos informations où qu'elles se trouvent, permettre de l'indexation plein texte, de l'extraction, de l'enrichissement des métadonnées avec l'autoclassification, donc c'est cette partie que nous allons aborder aujourd'hui, permettre aux utilisateurs, que ce soit des professionnels ou des utilisateurs métiers, de créer leur tableau de bord en mode self-service, donc créer leur propre tableau de bord des informations, et donc après appliquer vos règles de destruction et de rétention. Quelques mots d'abord sur notre approche en termes d'automatisation pour la gouvernance de l'information. Donc on se base sur 3 grands principes. Tout d'abord, il faut définir des règles, il faut définir des politiques informationnelles. Ensuite, il faut pouvoir les appliquer, et pour pouvoir les appliquer, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de pouvoir les étiqueter et les classer. Donc c'est vraiment la classification qui est la clé de voûte. Sans classification, on ne pourra pas appliquer les bonnes politiques de sécurité ou les bonnes politiques de rétention. Donc l'étiquetage, appliquer des labels sur des contenus devient aujourd'hui vraiment le nerf de la guerre et il faut pouvoir l'automatiser autant que faire se peut. De là, on va pouvoir agir, auditer les actions qui auront été entreprises et on va pouvoir également passer dans un mode de maintenance, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce travail d'auto-classification, de classification assistée, de pouvoir maintenir le parc informationnel dans un état consistant et ne pas laisser des disques comme des disques réseau, etc., sans gouvernance, revenir au galop. Donc ça, on l'applique en fait sur notre propre système d'archivage électronique, évidemment, sur des ECM, des file share. Donc on a un ensemble de connecteurs qui vont vous permettre de vous connecter sur votre univers informationnel, que ce soit on-prem ou dans le cloud. Souvent, en fait, il y a des questions sur l'automatisation de la gouvernance et l'autoclassification par rapport à une classification manuelle. Donc, la guerre entre la machine et l'humain, entre guillemets. Alors évidemment, on peut partir de la précision humaine de classification, on va dire à 90%, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Il y a beaucoup d'études qui prouvent en fait que si on prend un corpus documentaire et qu'on demande à différents utilisateurs de classer le même corpus documentaire, on sera plus proche également dans 60-70% de précision en termes de classification. Ça dépend évidemment de la complexité et de la topologie dans laquelle on doit classer ces informations. Le vrai problème et le vrai challenge, c'est l'adhésion de vos utilisateurs. Ici, j'ai mis un 50%, mais ça pourrait être même largement moins. On se rend compte qu'aucun utilisateur métier ne veut classer ces informations. Et donc, en fait, on a une moyenne relativement faible si on multiplie en fait la précision, qui est peut-être meilleure, mais par un faible taux d'adhésion. Et donc, on se retrouve avec 45% en moyenne. Par rapport à une machine qui va évidemment classer l'ensemble, donc des documents qu'on lui donne à traiter. Donc là, il y aura un 100% d'adhésion, si on veut, sur le corpus documentaire à traiter, mais peut-être avec un score, des fois avec une précision moins élevée. Tout dépendra évidemment du type de document à traiter. Mais en moyenne, on se retrouve quand même avec un score supérieur. Évidemment, en termes ça va dépendre de la topologie documentaire. Si vous avez des documents très sensibles, peut-être que vous allez décider de favoriser l'humain et une classification manuelle ou une classification assistée, c'est-à-dire avec une proposition par le système, mais une validation par un professionnel de l'information après coup. Et peut-être que pour d'autres topologies documentaires, moins à risque,
ou simplement des documents de travail, ou etc., sur lesquels vous voulez appliquer des règles de destruction au plus tôt pour mettre en place des systèmes de purge automatique, vous n'allez pas avoir besoin en fait d'avoir quelqu'un qui va valider la classification faite par le système de manière automatique. Dans ce cas-là, le système va automatiquement valider l'étiquetage qui aura été fait et appliquer directement la règle. L'ensemble en fait derrière de ces critères de précision et d'exhaustivité vont être audités, donc de manière défendable, pour que derrière, quand vous allez détruire un document qui aura été traité automatiquement par le système, vous puissiez revenir vers les traces d'audit pour pouvoir garantir après derrière que c'est le système qui l'a détruit parce qu'il a étiqueté avec un taux de précision de 90%. Donc il y aura toujours évidemment une marge d'erreur, mais l'erreur ou le degré de précision ne doit pas être l'ennemi du bien, surtout dans un contexte où on va vers du big content ou du big data, où l'automatisation est clé pour pouvoir traiter les informations. De manière étiqueter les informations. Aux États-Unis, en tout cas, par exemple, il y a de plus en plus d'avis de loi en fait qui permettent d'utiliser l'autoclassification comme moyen reconnu, même avec un certain taux d'erreur, pour pouvoir autoclassifier les informations dans des catégories documentaires qui impliqueront une destruction à terme des informations, donc évidemment. Comment ça se passe? C'est notre mécanisme d'intelligence artificielle. Donc, tout d'abord, on va extraire l'ensemble des documents de type textuel, hein, donc des fichiers Office, des fichiers PDF, des emails, des simples fichiers texte, n'importe quoi entre guillemets qui contient du texte. Et après derrière, on va créer en fait cet index, ce catalogue documentaire en deux parties. Donc tout d'abord en scan des métadonnées. Donc on va récupérer l'ensemble des métadonnées qui existent soit au sein des fichiers Word, des fichiers PDF. Vous savez, il y a les dates de création, les dates d'auteur, etc. au sein des fichiers eux-mêmes. On va récupérer les fichiers, les métadonnées qui sont autour en fait du fichier, donc périphériques. Hein. Donc si vous êtes dans un SharePoint, il y aura un ensemble de métadonnées potentiellement complémentaires qui qualifieront ce document. Et donc on va récupérer en fait l'ensemble de ce corpus et l'indexer. Ça va permettre déjà de faire des recherches plein texte par rapport à ce corpus documentaire pour retrouver des mots-clés. Après derrière, on aura une couche de ce qu'on appelle de Natural Language Processing. Donc c'est passer au niveau conceptuel pour extraire en fait du sens des concepts en mode multilingue sur l'ensemble en fait de ce corpus documentaire. Par-dessus, on va alors, c'est là où l'intelligence artificielle arrive, où les mécanismes un peu plus de Natural Language Processing, on va extraire ce qu'on appelle les entités nommées ou les reconnaissances de chaînes de caractères. Donc, les entités nommées, par exemple, ça va être une liste de personnes, de lieux, voilà, donc qui vont être automatiquement reconnus par le système. Donc, si vous avez une personne qui s'appelle John Smith, le système va automatiquement reconnaître que John Smith est une personne et va vous proposer en fait ces extractions et cet enrichissement en fait de votre corpus documentaire. Donc là, on voit des numéros de téléphone, etc. De l'autre côté, on va pouvoir reconnaître des chaînes de caractères également. Donc, si vous avez des numéros de carte de crédit, des numéros IBAN, etc., on va évidemment vous fournir en fait par défaut des mécanismes qui vont permettre de reconnaître ces chaînes de caractères type. Vous allez pouvoir également enrichir en fait ces chaînes de reconnaissance de caractères avec vos propres expressions. Donc, par exemple, vous avez des numéros de contrat, des numéros de type au sein de votre compagnie, des numéros d'employés. On va paramétrer le système pour automatiquement reconnaître en fait ces chaînes de caractères. Où chaque fois qu'il y aura numéro de l'employé, 2 points, un numéro qui correspond à 6 caractères, on va savoir automatiquement en fait que ces 6 caractères correspondent à un numéro de l'employé. Donc, on va essayer d'extraire de cette manière via ces reconnaissances d'entités ou d'expressions régulières, comme on l'appelle. On va essayer de reconnaître déjà et d'extraire le plus de métadonnées possibles qui vont pouvoir être réutilisées après coup pour pouvoir mieux filtrer, mieux chercher au sein de ces informations et mieux classer et étiqueter évidemment.
Donc il y a beaucoup de systèmes en fait qui s'arrêtent simplement à ces expressions régulières, comme on les appelle, et détecter en fait que s'il y a une chaîne de caractères de type numéro IBAN, c'est que c'est des données personnelles par exemple, ou que c'est un document de type sensible. On va l'étiqueter de type sensible, et après derrière on va pouvoir prendre un certain nombre d'actions correctives. Nous on pousse un peu plus loin, c'est-à-dire qu'après derrière on va pouvoir également sur l'ensemble de ces extractions créer des règles. Et vous allez pouvoir combiner en fait des mots-clés en recherche standard, comme sur un Google, des termes saillants qui ont été extraits par le système, et vous allez pouvoir jouer avec l'ensemble en fait de ces termes qui ont été extraits des mots-clés pour pouvoir constituer des règles. Et ces règles vont vous dire, alors voilà, tous les documents qui sont de type PDF, qui sont dans le répertoire ou dans le site SharePoint ou dans le répertoire XY, qui ont le mot-clé, qui ont un numéro IBAN ou qui ont le mot-clé confidential à l'intérieur, doivent être étiquetés de type sensible. Donc ça, c'est déjà un premier mécanisme d'autoclassification par règle, en fait, qui va permettre de traiter un certain nombre de données. On tend à privilégier en fait les règles pour les documents les plus sensibles. Donc déjà commencer par un ensemble de règles qui vont permettre de détecter par exemple toutes les données personnelles, un ensemble de règles qui va vous permettre de détecter les documents engageants les plus critiques. Et souvent, en fait, dans les documents engageants, des contrats, etc., il y aura très souvent un numéro de contrat, ou etc., qui va permettre de reconnaître avec une certaine précision déjà un contrat. Et donc, on finit ensuite derrière, normalement, par l'apprentissage automatique, avec des mécanismes d'apprentissage en continu. Donc, vous allez donner un échantillon d'une série documentaire au système pour qu'il apprenne. Et là, on va apprendre par similarité. Donc on va échantillonner, on va créer des échantillons des différents classes documentaires qu'il va falloir faire apprendre au système. Et après derrière, évidemment, il faut un corpus documentaire d'échantillonnage. Il faut en moyenne, on va dire entre 20 et 40 documents représentatifs en fait d'une série documentaire pour que le système apprenne. Le système va partir en fait après derrière de cet échantillon, va reconnaître des contenus similaires, et après derrière, au moment où vous allez, au fur et à mesure, vous allez continuer à étiqueter manuellement, par exemple, où vous allez valider cet échantillon à la main en cliquant chaque fois sur un bouton de validation, où vous allez simplement après derrière rajouter des règles. Et l'ensemble de ces règles va continuer à alimenter le système d'auto-apprentissage qui va se perfectionner au fur et à mesure du temps. Donc, il va devenir au fur et à mesure des mois, des semaines qui s'écoulent, il va apprendre en fait des actions que vous allez entreprendre sur le système pour avoir un taux de pertinence de plus en plus élevé. Donc, si on résume, en fait, on a en fait quatre niveaux d'indexation. Donc, on va déjà récupérer l'ensemble des métadonnées. Il y a une partie, donc les deux premiers niveaux, c'est vraiment relative à l'indexation, donc c'est récupérer l'ensemble de ce qu'on peut récupérer par rapport à la source. Donc dans un système de fichiers partagés, évidemment, la source est relativement faible. On va extraire l'ensemble des concepts, et une fois qu'on a extrait ces deux, on va pouvoir passer une phase d'extraction d'entités nommées et d'expressions régulières, et finir par une phase de classification avec des classificateurs, soit par règle, soit par apprentissage continu. Voilà, je vais passer à la démo avant de terminer. Donc je vais commencer. Alors, je ne sais plus si c'était dans le import drive. Voilà, je crois que c'était dans le import drive. Donc j'ai importé plusieurs séries. J'ai importé un disque réseau partagé. Typique en fait d'une société où on va se retrouver en fait à l'intérieur. Là, c'est mon Z Drive avec des disques départementaux, des disques de gestion de projet, des disques des utilisateurs qui ont leur espace personnel en fait à l'intérieur, différents sous-disques disques réseau. Donc ça me crée un corpus documentaire qui est ici relativement faible puisque c'est un corpus de démonstration sur lequel on va avoir un ensemble de différents types d'informations qu'on va vouloir commencer à renseigner. Donc ce qu'on va voir par exemple,
C'est voilà, j'ai récupéré ici des fiches de paye, donc c'est le disque ressources humaines avec les fiches de salaire en fait des employés. Donc là j'ai toutes les informations qui concernent Monsieur Alain Martin. Donc voilà, on voit que ça a été indexé. Quand je vais cliquer sur un document, on va récupérer, en fait, on voit qu'on a récupéré l'ensemble des métadonnées qui sont des métadonnées système, donc ils sont ici sur le disque réseau, ou au sein de l'application. Donc ça, c'est les données qui ont été renseignées au sein de ce fichier PDF, d'autres types d'informations. Donc là, on a enrichi, on a automatiquement détecté la langue, par exemple, on a calculé la signature de ce document. Ce document, si on l'ouvre, on va reconnaître assez rapidement en fait derrière qu'on a des numéros. Voilà, ça c'est un type d'information typique où on va pouvoir essayer de récupérer automatiquement des numéros de matricule, voilà, qui sont propres à votre société, des numéros de sécurité sociale, des numéros IBAN. De ce type-là. Voilà, alors nous, on va récupérer automatiquement au sein du logiciel Discover, par exemple, des numéros de type carte de crédit, numéro IBAN, on va automatiquement les reconnaître parce que c'est des formats standards que vous allez pouvoir compléter après par paramétrage avec les numéros de matricule qui sont propres évidemment à chaque société. Avec l'ensemble en fait de ces données, typiquement, ça c'est un type d'information où on n'aura pas besoin de faire de la classification par apprentissage, puisqu'il y a suffisamment d'informations qu'on peut extraire de manière assez stricte de ces informations pour pouvoir procéder par règle. Donc l'objectif est vraiment de pouvoir extraire de ces chablons ou de ces templates documentaires le plus d'informations possible pour après derrière alimenter le système et pouvoir faire des règles. Donc là, si derrière on va voir, on peut basculer par exemple sur des cadrans des facettes, on va voir ici on aura récupéré en fait derrière pour ce type de ici, on aura récupéré ici des numéros IBAN. Donc là, ça m'a automatiquement filtré sur tous les documents qui auront des numéros IBAN. Donc si on reclique sur une fiche, on va voir des entités ici, voilà, et donc le système aura reconnu automatiquement que c'est Monsieur Alain Martin. Voilà son numéro IBAN, des locations, des numéros de téléphone, des emails, les types d'organisation. Donc là, vous pouvez fournir dans le système des listes. Donc il va essayer de reconnaître au mieux des organisations. Si vous voulez spécialiser, vous pouvez mettre des vocabulaires contrôlés, c'est-à-dire la liste de vos fournisseurs, la liste de vos clients, pour qu'ils reconnaissent de manière plus propre ou plus stricte en fait derrière vos clients, vos fournisseurs, etc. Et donc après derrière, là on voit qu'il a reconnu le numéro de SIREL, le numéro IBAN du client, et on l'a pas paramétré pour qu'il reconnaisse par exemple ce type de code, qui est un code spécifique, mais que vous pouvez configurer. Après derrière, c'est à partir de ça que vous allez pouvoir commencer à utiliser le système de règles. Donc typiquement ici, j'ai toutes les informations qui concernent sur mon disque réseau, qui concernent Monsieur Alain Martin et qui contiennent des numéros IBAN. Et on va dire que par exemple, toutes ces informations sont de type fiche de salaire. Donc j'aimerais commencer à annoter ou à taguer ou à labelliser en fait mon corpus documentaire pour pouvoir après derrière utiliser ces étiquettes pour pouvoir appliquer après des bonnes politiques informationnelles. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est pouvoir appliquer en fait une ou plusieurs étiquettes à votre corpus documentaire. Donc vous pouvez le faire de manière manuelle. Bon, vous allez simplement utiliser une action et vous allez éditer, vous allez typer le document sur un type documentaire. Donc voilà, on pourra simplement dire que c'est des données de type ressources humaines, voilà, HR benefits ou c'est des contrats ou des agreements, etc., qui viennent directement de votre topologie documentaire avec vos durées de conservation. Ça, c'est une approche. Bon, c'est l'approche manuelle où un utilisateur lui-même ou un spécialiste, un record manager, va étiqueter à la main. C'est ce qu'on souhaite éviter. L'autre approche, c'est de dire l'ensemble de ce périmètre en fait qui est couvert en fait par ce champ de règles, on va vouloir l'automatiser. Donc en fait, on va créer une règle. On va dire simplement, ça c'est les fiches de salaire. En fait, salaire. Et donc on va utiliser ces paramètres-là pour créer une règle sur, voilà, on veut utiliser sur un classificateur de type, voilà, classe documentaire, record type, record class, sur lequel on va dire automatiquement que c'est des données de type
fiche de salaire. Et c'est là où on va pouvoir dire, je fais confiance au système. S'il a un numéro IBAN, qu'il est dans ce répertoire et que ça concerne Alain Martin, par exemple, je suis sûr à 100%, entre guillemets, que ça va être, qu'on peut l'étiqueter de type bénéfice ressources humaines, fiche de salaire ou pas. Et dans ce cas-là, c'est là où on va décider simplement et le système va auto-valider ou pas. Et si on n'active pas l'auto-validation par défaut, il va juste vous suggérer en fait une proposition de règle. Donc après derrière, il peut y avoir plusieurs règles qui sont contradictoires. Là j'en ai mis qu'une. Le système n'est pas automatique, donc il faut attendre un petit peu. Et donc après derrière, il y aura une étiquette qui va venir. Ces étiquettes passeront en mode suggestion, puisque je n'ai pas fait l'auto-validation, et il appartiendra après derrière d'aller vérifier l'ensemble de ces suggestions qui ont été faites de manière périodique par les utilisateurs pour pouvoir après les valider. Donc des utilisateurs avertis ou spécialistes vont pouvoir valider ces étiquettes. Si on est certain, on valide la règle. Il y a des jeux de règles, donc c'est-à-dire que derrière, ici j'ai créé une seule règle, donc vous allez après derrière, ici il n'y a qu'un seul classificateur, vous le voyez ici, donc j'ai un type de classification uniquement. Je n'ai activé que les classifications par règle. Donc, on pourrait imaginer des différents types de champs. Donc, vous avez des champs de type topologie documentaire où vous n'activerez que la classification par règle. Des champs de type niveau de sécurité, top secret, secret, etc. Où vous allez appliquer, par exemple, le machine learning. Vous pouvez appliquer les deux en parallèle. Donc, les règles primeront toujours sur donc il y a un mécanisme, donc la classification manuelle va toujours primer sur la classification automatique. Dès qu'on arrive sur la classification automatique, les règles vont primer sur l'apprentissage. En dernier ressort, il y a l'apprentissage, et donc c'est là après derrière le mécanisme qui va vous permettre d'évaluer. Ici, on va voir qu'il y a deux règles en fait derrière, deux types de règles de type fiche de salaire. La première règle prime, donc vous pouvez utiliser un mécanisme qui va vous permettre de choisir dans quel ordre les règles vont s'appliquer. Donc c'est très proche en fait d'un système comme votre boîte aux lettres quand vous devez faire de la classification. La première règle prime, sinon la dernière. Donc on va du plus précis au plus large pour qu'il y ait une des règles qui passe. S'il n'y a aucune des règles qui marche, on va faire l'autoclassification ou en parallèle, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des suggestions d'autoclassification ou par règle. Donc si on l'applique par exemple sur des niveaux de sécurité, il me semble que j'avais un répertoire avec des niveaux de sécurité. Il faut juste que je regarde où je l'avais mis. Voilà, des niveaux de sécurité ici. Là, c'est la même chose. Là, j'ai mis des documents, un certain nombre de documents. Donc, il y a des documents qui ont des niveaux de sécurité. On va le voir ici. Si on ouvre peut-être en preview, le document, c'est plus simple. Et on va voir ici, il y a ce genre de footer que vous allez retrouver ou que vous avez peut-être au sein de vos emails, au sein de vos compagnies respectives, au sein de vos documents, qui vont dire que ce type de document est confidentiel, top secret, etc. Donc, des marqueurs de type niveau de sécurité. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose où c'est normalement répétitif d'un document à l'autre, standardisé au sein de votre compagnie. Donc là, on va prendre simplement le mot confidential. On va réduire le périmètre. Donc là, on fait de la recherche plein texte, simplement. On va réduire le périmètre ici. Il me retrouve plus que 3 documents au sein de ce répertoire qui ont des pieds de page mentionnant qu'en fait les informations sont de type confidentiel. Donc dans ce cas-là, soit vous pouvez de nouveau appliquer une règle, donc ça va faire une recherche automatique régulière. Toutes les heures va scanner tout l'ensemble de votre corpus dans le domaine qui aura été défini. Donc ici, je suis sur un simple répertoire, mais je pourrais l'appliquer sur l'ensemble de mon périmètre, sur un disque réseau partagé ou sur l'ensemble de mon périmètre, toutes sources confondues, email, Exchange, SharePoint, disque réseau partagé. Donc ça, c'est vraiment propre à la configuration que vous allez faire et à la sélection que vous allez faire ici. Et après, derrière, donc simplement étiqueter en fait l'ensemble de ces documents. Donc là, je vais par exemple faire de l'étiquetage manuel. On va dire qu'on utilise le champ annotation. Vous pouvez créer des champs, vous pouvez créer ici autant de champs que vous le souhaitez, donc vous pouvez créer des champs supplémentaires de type par exemple niveau de sécurité, etc., qui sont spécifiques à la classification que vous allez faire. Donc là, on va dire que c'est des documents qui sont marqués comme confidential. Voilà. Donc derrière, j'ai déjà en fait étiqueté le système, comme c'est des systèmes en fait qui sont en mode
asynchrone. Ça prend un peu de temps, donc pour gagner du temps dans le périmètre de cette démonstration, j'ai déjà en fait ce matin référencé un certain nombre de documents. Et donc vous allez, une fois que le système a travaillé, vous allez voir ici des suggestions. Donc là, on voit qu'il y a des suggestions. Donc j'ai utilisé en fait le champ classification de type de topologie documentaire. Donc ici, j'ai simplement récupéré en fait la topologie documentaire et le système m'a suggéré, donc avec des étiquettes de type violette, c'est le système d'auto-apprentissage qui travaille, et on devrait voir quelque part voilà des étiquettes de type jaune qui sont des règles. Donc ici, en fait, RBC signifie Rule Based Classification, donc classification via des règles. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de score. On assume que la règle, soit elle marche, soit elle marche pas, donc c'est soit 100%, soit 0%. Donc là, on voit que typiquement, j'ai mis des règles en fait derrière auto-validées. Donc en termes de suggestion, il m'a suggéré que c'était un document confidentiel. Parce que j'avais mis un certain nombre de critères de recherche comme je viens de le démontrer, et avec une auto-validation, donc il m'a validé automatiquement l'étiquette confidentielle. Par contre, sur l'autre champ, donc le champ classification topologie documentaire, là, c'est le mécanisme d'auto-apprentissage. Donc, j'ai simplement fourni un échantillonnage de quelques documents. Et là, il me reconnaît à 72% que ce document devrait être plutôt de type legal research. Donc, on voit que la pertinence n'est pas tout à fait correcte. C'est pas du 80, du 90%. C'est une approximation. Alors que là, on est sur un document qui est plutôt, alors c'est légal parce que c'est un agreement, d'où la confusion. Mais c'est un agreement, c'est un contrat, mais c'est un contrat de recrutement. Donc évidemment, là, il se dit, est-ce que c'est un contrat, quoi, voilà, est-ce que je dois le classer dans les ressources humaines ou je dois le classer dans la partie juridique, d'où la confusion après derrière. Donc après derrière, celui-là on va pas le valider, la pertinence est pas bonne. Par contre ici derrière en relevé de compte, on voit que le mécanisme a bien relevé. Donc voilà, je retrouve exactement ma catégorie HR bénéfice à 99%. Il juge que ce relevé de compte c'est une fiche de salaire, ce qui est correct. Donc le mécanisme d'auto-apprentissage a bien fonctionné. Je suis content avec ce mécanisme-là, donc je valide. Donc pour valider, c'est très simple, on clique sur l'étiquette. L'étiquette est passée en mode validé. Ce que ça a fait derrière, c'est que maintenant j'ai l'étiquette, donc si je bascule, je m'enlève du mode édition. L'étiquette ici est passée en mode validé, est visible par l'ensemble des autres utilisateurs qui utilisent en fait ce système à des fins de recherche, par exemple. Donc maintenant, on peut utiliser en fait cette étiquette comme HR 020 où la règle, quoi, voilà, la série documentaire a été validée. Donc le mode édition évidemment n'est visible que par les utilisateurs de type Record Manager, Information Manager qui ont des habilitations pour valider une règle. Ce qu'on va voir derrière également après derrière, c'est que suite à la validation de cette règle, je l'ai pas ici en fait, ça va calculer une date de destruction dans ce cas-là, puisqu'en fait cette règle va calculer une date de destruction automatiquement qui est liée à cette étiquette ici. De la même façon ici, Top Secret, on pourrait dire il y a certaines actions qui sont entreprises sur le contenu. On va dire que si c'est Top Secret, il va falloir appliquer de l'encryption, il va falloir appliquer un certain nombre d'actions derrière par rapport à ce genre de document. Donc là, j'avais simplement entraîné tous les documents qui étaient de type fiche de salaire comme Top Secret. C'est peut-être pas Top Secret, c'est peut-être Confidential simplement. C'est simplement que j'avais mis que tout ce qui relevait des ressources humaines était à qualifier comme Top Secret dans le contexte ici. Donc là, il me reconnaît en fait que c'est des données de type ressources humaines. Donc avec un score de 100%, il me les reconnaît comme étant de niveau Top Secret. Donc c'est assez intéressant parce que même là, là on n'utilise plus du tout des règles comme ici, parce que c'est des documents où typiquement il n'y avait pas à l'intérieur du document le mot top secret. Donc c'est vraiment par similarité par rapport au corpus documentaire qui aura été fait. Donc on a pris cet échantillonnage, j'ai mis en fait en échantillonnage qui vient des données de ressources humaines, et donc après derrière il va me reconnaître que c'est également des données de type ressources humaines, donc il va appliquer en fait des données de type top secret. Donc voilà, on arrive à la fin de ces 45 minutes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris en fait l'avantage en fait de ce système, les mécanismes en fait de classification par règle, les mécanismes d'auto-classification par apprentissage, le fait qu'on pouvait soit le prendre en mode de suggestion de classification, soit auto-validé, selon évidemment la règle,
le type de classificateur qu'on veut utiliser et le type d'information. Je vais voir en fait si vous avez des questions en fait. Et donc je suis encore à votre disposition pendant quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc il y a une question en fait sur l'échantillonnage, donc comment on paramètre l'échantillonnage. Donc en fait, vous avez un mécanisme ici, en fait, par exemple, disons ici, sur lequel en fait on va prendre un échantillonnage de données. Donc vous avez manuellement ou via des règles étiquetées, des règles que vous avez validées, étiquetées des informations. Donc là on voit qu'il y a 236 documents qui ont des étiquettes manuelles. On va donc diviser ces 236 documents avec des données qu'on va utiliser d'échantillons de test. Donc là, on va prendre 62 documents qu'on va utiliser comme test. Donc on va exclure du lot des 236. Et ensuite, derrière, on va pouvoir calibrer. Donc c'est le nombre de documents similaires qu'on veut prendre. Donc plus on met de nombre de documents similaires, plus le système va être également lent en termes de performance. Donc là, il va prendre les 8 documents qui trouvent dans votre corpus documentaire qui jugent le plus proche. Et on veut que les documents qui ont un score de plus de 80%. Donc c'est là, plus vous êtes vague, évidemment, vous pouvez prendre 90%, 95%, et le système après derrière va évidemment limiter le choix ou va faire de moins en moins de recommandations. Peut-être que c'est intéressant, par exemple, pour certains corpus documentaires de type contrat, etc., avec un taux de précision de plus en plus fort. Et sur d'autres types de corpus documentaires, genre documents de travail ou etc., vous allez vouloir plutôt mettre du 60%, etc. Il y aura une base très hétérogène avec des documents de très différents types. Donc, vous voulez pas une précision accrue. Vous allez pouvoir jouer avec ces paramètres, évaluer les scores, série documentaire par série documentaire. Là, on voit qu'il y a certaines séries, comme le légal, qui reconnaît à 100%. Il y a d'autres séries qui reconnaissent moins bien. Là, il y a du marketing. Bah, voilà, c'est des données marketing qui sont certainement un peu plus hétérogènes. Donc, vous avez différents critères, en fait, qui vont vous permettre de calibrer au mieux le système. Et après, derrière, une fois l'évaluation faite, l'évaluation se fait donc sur ces 62 fichiers dont on connaît manuellement l'étiquetage, hein, puisque elle fait partie des 236, et c'est là-dessus qu'on essaie de rejouer le mécanisme d'auto-apprentissage pour voir s'il retombe exactement sur ce qui a été fait par un utilisateur sur ces 62 documents qui vont servir de test. Donc évidemment, plus votre corpus documentaire est grand, plus vous avez entraîné. Si vous avez 1000, 2000, 10 000 fichiers qui ont été étiquetés à la main, bah évidemment, on aura des scores de mieux en mieux. Et donc le système, après, derrière, plus vous étiquetez, plus apprend automatiquement. Donc les 236 documents vont devenir 237, 238 au fur et à mesure qu'il y a de la classification manuelle ou des validations qui sont faites par un être humain. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas en fait à nous envoyer ou à nous contacter par email si vous voulez une session plus détaillée sur ce sujet. C'est avec plaisir en fait que nous vous ferons une démonstration plus complète. Voilà, donc je me réjouis de vous voir pour le prochain webinaire, le 3e webinaire de cette série de mise en pratique. À bientôt, j'espère. Bonne journée à tous.